Pour de nombreux observateurs, les événements en Tunisie et en Égypte sont comparables à la chute du rideau de fer. La révolte arabe se propage comme celle de l'Europe de l'Est en 1989. Mais la diplomatie européenne a tardé à prendre la mesure historique des événements actuels. Elle a tardé à prendre position, hésitant à mettre en cause les dictatures. Au lieu de soutenir ces soulèvements populaires, elle s'est contentée de mouliner des paroles de circonstance sur le rejet de la violence ou encore la nécessité du dialogue. L'Europe est en train de refaire exactement les mêmes erreurs qu'en 1989. Les peuples du Moyen-Orient, les peuples arabes, encore une fois, vont nous tourner le dos, alors qu'aujourd'hui nous avons une situation extraordinaire. Pourquoi l'Europe, qui essaie pourtant de créer une union pour la Méditerranée, n'a-t-elle pas su trouver sa place dans ces événements qui secouent actuellement le monde arabe? Pourquoi se contente-t-elle de faire figure de résistant de la 25e heure? C'est le thème de cette édition, mais d'abord un rapide coup d'œil à l'essentiel de l'actu européenne de la semaine. Pour contrer la toute-puissance du lobbying des banques à Bruxelles, Finance Watch, une sorte de Greenpeace de la finance, est né. Pour autant, le nouveau contre-lobby n'est pas anticapitaliste et croit dans l'utilité des banques pour l'économie. L'idée, c'est de faire des propositions plus argumentées que l'appel d'Éric Cantona à retirer son argent des banques. Sous la pression de la France, Bruxelles a reconnu dans un rapport une corrélation entre spéculation financière et volatilité des prix des matières premières agricoles. Pour dire les choses plus clairement, les produits agricoles ne sont plus simplement des denrées alimentaires, elles deviennent aussi des actifs financiers. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l'Union européenne réclame désormais aux compagnies aériennes des informations sur les passagers, telles que les villes de départ et d'arrivée, le numéro de carte bancaire ou encore l'adresse. Les compagnies livraient déjà ces données aux autorités américaines et canadiennes. Pour la première fois, les victimes roms du nazisme ont été commémorées par le Parlement européen. Le génocide tzigane pendant la Seconde Guerre mondiale a fait entre 200 et 500 000 morts. Face au soulèvement populaire, en Tunisie et en Égypte, la diplomatie européenne a souffert d'un sérieux retard à l'allumage. Elle s'est contentée d'appels convenus au calme, à la réforme politique et elle s'est contentée également de prendre acte des événements. Cette semaine, les 27 ont décidé le gel des avoirs du clan Ben Ali, plus de 10 jours après la Suisse. Alors que les États-Unis ont dépêché des responsables politiques dans la région, Catherine Ashton, la diplomate en chef de l'Union, a regardé les événements à la télévision. À la lumière de ce que nous voyons sur nos écrans de télévision, en Égypte en particulier, j'appelle au calme, à la retenue et au dialogue. Cette myopie européenne a été vivement critiquée par une majorité d'eurodéputés cette semaine. La réaction est très molle, je dirais. Donc, elle n'est pas en relation avec la gravité de ce qui se passe. Concrètement, ça veut dire quoi, Moll? Qu'est-ce que dit l'Europe? L'Europe ne dit rien du tout. L'Europe dit simplement qu'il faut rester calme. Mais il ne faut pas demander ça. Il faut demander que Moubarak parte, que la démocratie est instaurée tout de suite. Il faut être sans réserve derrière les masses en Égypte. Dominique Baudis, pourquoi autant de mollesse finalement de la part de l'Union européenne par rapport à ce qui se passe en Tunisie ou encore en Égypte? Je ne suis pas du tout d'accord avec votre analyse. Ni l'Organisation des Nations Unies, ni l'Union africaine, ni l'Union du Maghreb arabe, ni aucun ensemble politique dans le monde n'a dit à la Tunisie « vous devez avancer dans la direction du respect des droits de l'homme, du pluralisme, de la diversité, des élections libres et transparentes ». Qui l'a dit? Une seule autorité politique, l'Union européenne. Et ça figure noir sur blanc dans les accords d'association qui ont été signés entre l'Union européenne et la Tunisie dans le cadre de la politique de voisinage. Donc s'il y a une autorité politique dans le monde qui a dit à la Tunisie « vous devez changer et réformer pour plus de liberté et pour un plus grand respect des droits de l'homme », c'est l'Europe et personne d'autre.
La Tunisie a été le premier pays méditerranéen à signer en 1995 un accord d'association avec l'Union européenne. Un même document a été signé avec l'Égypte en 2004. Ces accords concernent les liens commerciaux mais impliquent également, contractuellement, le respect des droits de l'homme. Chaque année, l'Union européenne donne 80 à 90 millions d'euros à la Tunisie et 200 millions à l'Égypte. Rapporté à la taille de la population, 10 millions en Tunisie contre 80 en Égypte, la Tunisie est de loin le pays qui touche la plus grande aide. Finalement, d'où est partie cette révolution? Appelons ça une révolution parce que c'est une révolution. D'où est partie la révolution? Pas des pays qui avaient été les plus malmenés. Moi, je sentais la violence en Égypte quand j'y allais. Je me disais, c'est de là que quelque chose pourrait partir, une grande tradition de ce pays, etc. Non, ça part de ce petit pays, la Tunisie, qui avait une élite parfaitement formée, une classe moyenne qui commence à émerger, qui a beaucoup souffert de la crise économique, comme beaucoup. Et je dirais que la façon dont la Tunisie a pu se structurer, avec, c'est vrai, une répression politique impitoyable, mais en même temps une éducation, une santé, etc., qui avait été préservée. Moi je dis, quand on contribue par nos programmes à solidifier la société civile, peut-être qu'il y a quelques euros qui partent dans la corruption, etc., et qu'on ne parvient pas à contrôler. Mais en gros, on structure ces pays-là. Et à un moment donné, et c'est ce qu'on souhaite, c'est que de manière endogène, c'est-à-dire venant de la base, quelque chose bouge. On a espéré que ça se passera en Iran, on a espéré que ça se passera ailleurs. Ça se passe en Tunisie, ça se déclenche maintenant, ça se répand comme une traînée de poudre. Et je dis, il est possible que l'Europe soit aussi à la base de ça et qu'il n'y ait pas chez nous que de la complaisance et que finalement une sorte de support de régimes corrompus. Nous ne voulons pas supporter les régimes corrompus. L'Europe a longtemps fermé les yeux sur les dérives autoritaires des pays de la région. En 2004, c'est à Bruxelles que le colonel Kadhafi avait fait sa toute première visite officielle de réhabilitation internationale. La semaine dernière, l'ONG Human Rights Watch a critiqué la relation ambiguë de l'Union avec les dictatures. Alors pourquoi une telle complaisance ? Parce qu'on pense que c'est dans notre intérêt géopolitique. Moi, au contraire, je pense qu'il faut espérer que partout au Moyen-Orient, il y a des démocraties qui s'installent, puisque pour moi, c'est une précondition pour avoir la paix au Moyen-Orient. C'est qu'il y a partout des régimes démocratiques, parce que selon moi, des sociétés démocratiques ne commencent pas à se faire la guerre entre eux. Avec le traité de Lisbonne, on nous avait vendu une véritable diplomatie européenne, qu'on allait pouvoir peser sur la scène mondiale avec moi, les 500 millions d'Européens. Elle n'existe pas encore. Ça n'existe pas. On a vu la haute représentante Catherine Ashton se prononcer sur la Tunisie très tard, sur l'Égypte, mais tout de suite il y avait d'autres communiqués de presse du président français, de la chancelière allemande, de M. Cameron, puis il y a eu le président du Conseil, M. Van Rompuy, qui a fait la déclaration. Donc on a quand même entendu pas mal de voix, heureusement pas contradictoires. Elle n'a pas été choisie sur son charisme. Je ne sais pas si vous avez été aperçu. Elle a été choisie pour pouvoir exprimer une ligne de politique étrangère, d'action extérieure de l'Union européenne, en s'assurant que cette ligne était une résultante de la position des 27 États membres et notamment de ceux qui pèsent le plus lourd. Donc elle fait un travail de conciliation. Mais ça peut être un travail complémentaire, par exemple, entre la France et l'Europe, pour rééquilibrer les choses. Par exemple, au sein du gouvernement français, à un moment donné, quand Kadhafi avait été reçu à Paris, Nicolas Sarkozy tenait un discours et sa secrétaire d'État aux droits de l'homme, Ramayad, en tenait un autre. Et finalement, ça permettait quand même d'équilibrer le message. C'est plus facile d'avoir des hiatus à l'intérieur du même pays et dans la même majorité qu'entre différentes capitales ou entre Bruxelles et une capitale. C'est un exercice très difficile qu'elle fait. Rendez-vous compte, il n'y a pas si longtemps, et sur un événement qui n'est pas un événement anodin, qui était la guerre en Irak. Vous aviez l'Angleterre engagée dans la guerre, l'Italie engagée dans la guerre, l'Espagne, le Portugal engagé dans la guerre, la France et l'Allemagne qui disaient non. Bon, voilà, il faut éviter de reproduire ce genre de situation.
Il est clair que le job de la socialiste britannique Cathy Ashton n'est pas simple. Elle se doit de refléter la position de tous les 27 et parmi eux, certains ont des intérêts nationaux, pétroliers par exemple dans la région. Mais pas seulement, de nombreuses capitales comme Paris, Berlin, Londres ou Rome craignent une montée en puissance des mouvements islamistes à la faveur d'un changement précipité de régime. Et pourquoi il y a ce calcul politique du côté des leaders occidentaux? C'est parce qu'ils estiment, ils craignent les islamistes dans ces pays-là. Et ils craignent peut-être ce qui s'est passé en Iran, c'est-à-dire une sorte de théocratie qui va s'installer. Mais on va avoir ça. Si on n'est pas derrière les masses qui manifestent aujourd'hui dans les rues de l'Égypte. C'est notre rôle de les aider. Nous avons pleuré pendant des années. Il n'y avait que l'alternative entre la dictature ou les théocraties. Eh bien, Inch'Allah, il y a une troisième possibilité, c'est la liberté et la lutte pour la liberté contre les dictatures et contre les théocraties. Et c'est notre rôle européen d'être à côté de ceux qui mènent ce combat. Merci, Madame Ashton. L'Union européenne souhaite désormais augmenter sa coopération avec la Tunisie. Cette semaine, Cathy Ashton a reçu ici à Bruxelles le ministre tunisien des Affaires étrangères. Dans 15 jours, c'est elle qui se rendra à Tunis. Pour l'heure, l'Union pour la Méditerranée est littéralement au point mort. Elle est ensablée par le conflit israélo-palestinien et Nicolas Sarkozy a appelé à la ressusciter. Voilà, c'est la fin de cette édition. N'hésitez pas à nous envoyer un message. Notre adresse email europe@bfmtv.fr. Vous pouvez également consulter cette émission en podcast sur le site internet de la chaîne. Rendez-vous le week-end prochain, samedi 11h45, dimanche 16h45, pour une nouvelle édition de La Faute à Bruxelles sur BFM TV.